Fait que bienvenue, groupe DIA930, à notre cours sur les tableaux dans VBA. Donc, le principe qu'on va entamer aujourd'hui, ça va être une nouvelle méthode pour être capable de travailler avec plusieurs valeurs en même temps. Donc, en ce moment, quand on a différents programmes et qu'on veut sauvegarder des informations dans nos programmes, on peut utiliser les variables qui nous permettent de, pour chaque variable, assigner une valeur, soit numérique, soit textuelle, soit booléenne, à la dite variable. Là, la problématique va venir, qu'est-ce qui arrive quand j'ai besoin d'avoir une panoplie d'informations qui est sauvegardée en même temps? Donc, je vous donne un exemple typique de ma vie personnelle. J'ai besoin, mettons, de créer un logiciel qui va sauvegarder les notes des différents examens, des différents travaux de chacun de mes étudiants. Comment est-ce que je serais capable de faire ce programme-là en ce moment? Il faudrait que j'aille une variable pour chacune des notes de chacun des travaux de mes étudiants. Fait que si dans une de mes classes, j'ai 25 étudiants, j'ai besoin de 25 variables. Puis de l'autre bord, si j'ai un autre groupe avec 35 étudiants, j'ai besoin d'un autre programme qui va prendre 35 différentes variables pour être capable de travailler avec. Donc, on peut voir ici que ce genre de problématique-là ne marche pas très bien avec les différents outils qu'on peut utiliser avec les variables qu'on a en ce moment. Donc, j'aimerais ça, être capable de regrouper différentes valeurs ensemble sans avoir à déclarer des variables pour chacune des valeurs que j'ai à enregistrer. Donc, les tableaux vont nous permettre de régler cette problématique-là. Fait que le principe de tableau, c'est quoi? Le principe de tableau, c'est d'avoir une collection d'éléments. Donc, plusieurs valeurs sous un seul identificateur. Donc, je vais être capable de dire les notes. Donc, ça va quand même être une variable, parce que la variable va être d'un type qui est un tableau. Puis, ça va être plusieurs valeurs qui vont être considérées sous une seule variable, sous un seul identificateur. Donc, le but des tableaux, c'est d'être capable de travailler avec une panoplie, un grand échantillon de données, pour être capable d'avoir des problèmes de nature numérique qui a beaucoup d'informations. Ici, on va avoir un ajout à faire. Donc, on se souvient, quand on commence nos modules, on rajoutait l'option explicite pour être capable de se faciliter. En tant que débutant, ça va nous ajouter des messages d'erreur dans les affaires qu'on aurait pu écrire qui étaient problématiques. Là, on va rajouter une deuxième option. Donc, quand on va commencer, dès qu'on commence à travailler avec les tableaux, qui est maintenant, on va toujours vouloir rajouter une deuxième règle, une deuxième option à mes modules. Puis, celui-là, c'est ce qu'on appelle la base 1. Donc, le principe ici, c'est que quand on travaille avec des tableaux, donc j'ai un tableau, puis je vais mettre les différentes notes de mes étudiants à l'intérieur. Donc, ce tableau-là, ça va être une variable qui va avoir un nom, fait que mettons note étudiant. Puis, le principe, pour être capable de sauvegarder plusieurs valeurs, il va falloir que j'aie une manière de retrouver les différentes valeurs dans le tableau. Donc, on peut penser à un tableau comme une espèce de quadrillé, comme dans Excel. Là, c'est un classeur Excel, mais ça représente bien le tableau. Puis, à l'intérieur de chacune des cases, j'ai une information. Mais comment je fais pour savoir qu'il y a plusieurs informations? Comment je fais pour retrouver telle information? Le principe ici, c'est qu'on va être capable de numéroter les cases. Donc, quand j'ai un tableau, je peux avoir un tableau qui s'appelle, mettons, notes. Puis là, à l'intérieur du tableau, j'aurai différentes valeurs. On peut assumer ici que c'est sur 55, là, mes étudiants sont meilleurs que ça. Puis, une fois qu'on a ce tableau-là, pour être capable de s'y retrouver, pour être capable de savoir, je veux retrouver cette note-là en particulièrement. Ce que je peux faire, c'est que je vais numéroter les cases. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un indice, ou en anglais, ça s'appelle un index. Donc, on va avoir ici un numéro de case. Puis, le option base 1 que j'ai rajouté dans mon module, ce qui va dire, c'est que les tableaux, ils commencent avec le numéro 1.
Donc ici, tu pourrais me dire, OK, ben c'est évident hein, que ça commence à 1 le tableau, mais en fait, ce ne l'est pas. Par défaut, la base, la valeur initiale du tableau, c'est 0. Donc, habituellement, en informatique, les différents tableaux, okay, parce que le tableau, c'est quelque chose qui est dans plusieurs langages de programmation différents, ça commence habituellement à 0. Mais ici, puisqu'on veut que ce soit un petit peu plus sensé, là, okay, c'est des raisons techniques pourquoi ça commence à 0. C'est pas des raisons de bon sens. Fait qu'on se dit, gars, nous autres, on va travailler comme d'une manière qu'on peut plus facilement comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on va avoir les tableaux qui commencent à la case 1. Fait que ça fait en sorte que les cases du tableau sont numérotées. Ça commence à 1, puis ça s'incrémente de 1 à chaque case. Okay? Donc, c'est des entiers, chacun des numéros de cases. Puis, c'est obligatoirement séquentiel. Okay? Fait que ici, j'ai un tableau de 5 cases avec les cases numérotées de 1, 2, 3, 4 et 5 avec différentes valeurs dans chacune des cases. Fait que le but du tableau, ça va être d'avoir une variable qui va contenir plusieurs valeurs, plusieurs éléments, puis chacune des valeurs vont être numérotées pour être capable de s'y retrouver, puis d'être capable de soit aller chercher l'information, soit de modifier l'information, et ainsi de suite. Fait qu'on va aller regarder, c'est bien beau comme principe, hein, comment est-ce que je fais pour aller écrire ça dans mes différents programmes. Fait qu'on va commencer avec le premier principe qui va être la création de tableaux. Fait qu'on va se faire ici un petit... Pourquoi j'ai marqué dim? Ça devrait être un sub. Ça fait 2 semaines moi aussi. Là, excellent. Donc, un tableau, c'est une variable spéciale. Okay? Donc, c'est quand même une variable. Donc, pour faire la déclaration d'un tableau, avant de pouvoir utiliser mon tableau, il faut que je déclare le tableau dans le début de mon sous-programme. Donc, comme n'importe quelle autre variable, je commence la déclaration avec un dim. J'y donne ensuite un nom. Puis, c'est là que la chose change par rapport à l'habitude. Je vais utiliser des parenthèses après le nom de l'identificateur pour indiquer à VBA que, hey, cette variable-là, c'est un tableau. Puis, à l'intérieur des parenthèses, on va ici créer un tableau de 3 cases. Donc, à l'intérieur des parenthèses, on peut aller écrire le nombre de cases que je veux avoir. Puisqu'on a indiqué que ça commençait à 1, ben, ça va me créer un tableau de 3 cases qui va avoir la case numéro 1, la case numéro 2, la case numéro 3. Fait qu'on peut voir ici que c'est la méthode standard d'aller écrire, la méthode standard d'aller écrire ce qu'on a besoin. Mais, voyons, laisse-moi, je peux plus écrire, ok. Donc, on a 2 méthodes alternatives, okay, quand on travaille avec les déclarations de tableau. Enfin, une méthode alternative, on peut avoir ici 2 éléments. Okay? Donc, quand j'écris juste un nombre, ça fait en sorte que ça prend le base, puis ça part de là. Si je veux, je peux moi-même indiquer ça va être quoi le premier indice du tableau. Donc, c'est jamais vraiment utilisé. Là, okay? Donc, vous allez voir que cette syntaxe-là, c'est vraiment la seule qu'on va utiliser. Mais on peut avoir des tableaux qui vont juste de 2 à 4 au besoin, okay? Mais c'est pas quelque chose qui arrive. On est capable d'avoir des tableaux de multiples dimensions. Hein? Donc ici, quand j'écris mon tableau, dans ma représentation, j'avais un tableau qui était juste sur une dimension. J'aurais pu l'écrire aussi verticalement. Hein? Il n'y a pas de conception de mon tableau de une dimension et dans quel sens. Mais je peux aussi avoir des tableaux de plusieurs dimensions. Fait que le principe, c'est que quand j'ai un tableau de plusieurs dimensions, je vais avoir
différentes informations, OK, sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Puis après ça, mettons que je représente bien les informations de ce tableau-là. Et si je veux avoir c'est ici. Le tableau ici. Puis après ça, si je mets les indices, ben quand j'ai un tableau de 2 dimensions, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des indices pour les 2 dimensions. Hein? Donc la dimension horizontale puis la dimension verticale, les lignes et les colonnes. Fait que quand je vais vouloir représenter une case quelconque, okay, je vais pouvoir utiliser l'information de la ligne et l'information de la colonne pour être capable de la représenter. Fait que ici, si je veux parler de cette case-là, je vais parler de la case 3.1. Okay? Donc ici, un point important quand on travaille dans des multiples dimensions. Les lignes, c'est la première dimension. Les colonnes, c'est la deuxième dimension. Fait que ça veut dire ici que quand je lis ça, ça me dit que je suis à la ligne 3 et à la colonne 1. Donc, le 3.1 est ici, puis le 1.3 serait ici à la place. Ça n'existe pas dans ce tableau-là. Fait que quand on a des tableaux de multiples dimensions, on peut déclarer la déclaration du tableau, puis on délimite les dimensions avec une virgule. Donc on peut voir ici un autre point important par rapport au tableau, c'est que je déclare un type pour les différentes cases du tableau. Donc quand je déclare un tableau, je déclare un type pour ce tableau-là et toutes les cases sont obligées d'être du même type. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir comme une première case qui est du texte, une deuxième case qui est un booléen, une troisième case qui est un entier. Pas le droit de faire ça. Toutes les cases sont du même type. Fait que là, je réussis à déclarer des tableaux de une ou plusieurs dimensions. Puis, on peut aller dans d'autres dimensions. Donc, on peut aller à 3, 4, 5. Je fais juste rajouter des virgules. Le principe ici, c'est que les problèmes que nous, on va attaquer vont se limiter habituellement à 2 dimensions ou possiblement extraordinairement 3. Fait qu'on a déclaré des tableaux. Là, je vais être capable de rentrer ou extraire des informations du tableau. Fait que comment je fais pour aller chercher des informations dans les différentes cases du tableau? Donc, pour être capable d'utiliser les informations, il va falloir que j'utilise l'identificateur, hein, le nom de la variable. Puis après ça, il va falloir que j'identifie la case à laquelle je vais aller travailler. Fait que comment est-ce que ça va marcher cette affaire-là? Je peux avoir le nom du tableau. Puis, pour aller chercher une case spécifique, je vais utiliser les parenthèses. Puis, à l'intérieur des parenthèses, je vais aller indiquer l'information. Une fois que j'ai ça, je peux l'utiliser comme si c'était une variable sans rien de plus. Donc, ce que ça va faire, cette instruction-là ici, ça va aller dans mon tableau à la case 2, puis ça va aller assigner à cet endroit-là la valeur 45. Fait qu'à partir de là, je peux commencer à regarder les choses. Donc, ici, point important de débogage. Je ne peux pas, faire un affichage d'un tableau directement. Donc, c'est impossible de faire afficher directement un tableau dans un message box. On peut afficher une valeur à la fois. Donc, ici, si j'affiche la case 2 du tableau, ça devrait être capable de me dire qu'on a bien le 45. Fait que quand on travaille avec des tableaux, la manière la plus facile de voir son contenu,
ça va être d'utiliser le point d'arrêt. Donc, on avait vu ensemble qu'on peut débugger nos différents programmes en utilisant le mode debug ici. Okay? Donc, on avait vu ici le Step Into, hein, qui me permettait, puis je l'ai ici, fait que je peux cliquer là-dessus, qui va me permettre de voir chacune des instructions tour à tour, puis de voir les différentes variables locales courantes. Donc ici, je peux voir que dans mon tableau, il est là, puis je peux voir ici le 45 qui a été assigné à la valeur. Donc, si je ne veux pas avoir à taper plein de fois sur F8 ou cliquer plein de fois sur le Step Into, ce que je peux rajouter, c'est dans la marge, j'ai la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un point d'arrêt. Donc, le point d'arrêt, ça va dire en gros à VBA, quand tu arrives ici, arrête, redonne-moi le contrôle, moi je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand j'ai un point d'arrêt ici et que j'exécute mon sous-programme, je peux voir que ça m'a rien dit pour tout le reste, mais quand il s'est rendu ici, juste avant en fait de terminer, il m'a donné le contrôle. On peut voir ici le point, la ligne jaune qui m'indique qu'il est en mode d'arrêt, puis la flèche qui me dit que c'est ça la prochaine instruction qui est la dernière de mon sous-programme. Fait qu'ici, rendu là, je peux voir dans mes variables locales, okay, le résultat de mon tableau. Si je décide, je peux donc assigner les différentes valeurs du tableau. Puis ici, je le fais dans l'ordre 1, 2, 3 juste parce que c'est plus beau. J'aurais pu le faire dans n'importe quel ordre que je veux. Ça n'aurait pas été important. Puis à partir de là, quand je fais le play, je peux voir le tableau qui a été rempli des différentes valeurs que je voulais. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que quand je vais chercher l'information dans une case du tableau, je peux l'utiliser, okay, dans tous les sens, dans les mêmes endroits où c'est que je pourrais utiliser une variable. Fait que je peux l'utiliser comme emplacement d'assignation, comme je peux l'utiliser comme élément d'une expression. Donc, qui va être évalué, qui va trouver c'est quoi, puis qui va faire d'autres choses avec. Donc, si je regarde ici, je dis que ma première case, c'est 23. Je dis après ça, ma deuxième case, ça va prendre la case 1, je rajoute 10 à ça. Puis après ça, la troisième case, c'est directement 102. Donc, si on regarde le résultat de ça, je peux bien voir ici, la première case, c'est bien le 23. La deuxième case, c'est bien ma première case plus 10. Puis on a la troisième case qui est bien 102. Excellent. Évidemment, je peux aussi faire ça avec mon tableau de 2 dimensions. Quand je travaille avec le tableau de 2 dimensions, ben là, il va falloir que j'indique les 2 éléments, donc la ligne et la colonne à laquelle je vais aller inscrire l'information. Fait que si je m'en vais à la ligne, je m'en vais à la colonne, j'inscris l'information, puis j'essaye le même programme. Je peux aller voir dans ma fenêtre de variable locale, dans mon tableau de 2 dimensions. Puis là, ici, le principe du tableau de 2 dimensions, il ne va pas te l'afficher directement, okay, il est un petit peu trop cave pour ça. Donc lui, ce qu'il va t'afficher, c'est chacune des lignes. Okay, fait qu'il va dire, voici la première ligne, voici la deuxième ligne, voici la troisième ligne. Puis là, tu peux aller descendre dans ce tableau-là aussi pour aller voir toutes les valeurs de la première ligne. Fait qu'on peut voir ici, à ma première ligne, deuxième colonne, comme je l'ai indiqué ici, j'ai le 393 qui a bien été assigné. Autre information pertinente, on a ici le principe qu'on a déclaré un tableau puis on n'a pas assigné tous ces éléments. Par défaut, les éléments sont assignés à une valeur nulle de 0. Parfait. Fait que ça me démontre comment je suis capable d'utiliser un tableau, d'être capable d'aller chercher les informations, d'être capable d'aller enregistrer les informations à l'intérieur. Fait que déjà là, ça devient assez intéressant. Admettons que je veux commencer, puis un outil typique qui va être utilisé avec les tableaux, ça va être les boucles, pour être capable de parcourir chacune des valeurs du tableau. Parce que, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que quand j'utilise le tableau, puis que je mets en parenthèse une valeur, je n'ai pas besoin d'utiliser directement une valeur numérique.
je peux utiliser une expression qui me donne un entier. Donc ici, si on regarde, bon, j'assigne le tableau à 23, j'ai vu que ça c'est 33, ça devient 102. Puis après ça, je dis i c'est égal à 2, puis à la case i, j'assigne la valeur 100. Et quand j'essaie d'exécuter ça, voyons voir qu'est-ce qui se passe dans mon petit tableau. Ben, à la case i, à la case 2, il a assigné la valeur 100, il a écrasé l'ancienne valeur qui était ici, elle est disparue, on l'a plus. Puis on peut voir qu'on peut utiliser un indice, okay, qui n'est pas directement une valeur numérique. Fait qu'une fois que j'ai cette connaissance-là, je peux utiliser ça à l'intérieur d'une information. Puis ce que je peux faire, c'est des choses comme ça. Donc, j'ai le message box. Hein? J'ai dit mon tableau de i. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le i, il va prendre les valeurs de 1 à 3. Fait qu'est-ce qui va arriver? Ben, le premier coup, ça va être 1. Le deuxième coup, ça va être 2. Le troisième coup, ça va être 3. Fait que ça l'affiche ben, comme l'indice. Donc, après ça, ça va afficher donc l'information de la case 1, l'information de la case 2, l'information de la case 3. Fait qu'on peut utiliser ça, mettons, si je veux trouver, mettons, la somme de mon tableau. On peut utiliser ce qu'on avait vu quand on avait vu les books avec des accumulateurs, hein, quand on avait trouvé le nombre factoriel, des choses comme ça. Donc, je peux dire, bon, ma somme est automatiquement initialisée à 0. Fait que je peux dire que ma somme, c'est égal à ma somme plus la valeur de mon tableau à cette case-là. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que ça va prendre la somme, okay, qui commence à 0. Ça va additionner ma première valeur. Ça va devenir ma nouvelle somme. Puis là, ça va accumuler dans cette somme-là. Ça va additionner la deuxième valeur, la troisième valeur. Puis à la fin de ça, je devrais m'en sortir avec la somme de mes cases du tableau. Donc, le principe de la Book for est intrinsèquement lié avec les principes de tableau. C'est ça qui va nous permettre de parcourir le tableau. Bon, parfait. On est capable de créer des tableaux, on est capable d'assigner des tableaux, on est capable d'utiliser les éléments du tableau. Là, ce qui nous reste à voir, c'est un peu les éléments externes. Puis aussi un principe de tableau dynamique. Donc, en ce moment, j'ai déclaré que le tableau était de 3 cases. Puis, j'ai comme pas le choix, c'est obligé d'être 3 cases. Si j'essaye d'aller assigner dans une case qui n'existe pas, ça va générer une erreur. OK? Donc ici, regardez bien cette erreur-là, puis souvenez-vous-en. Donc ici, le subscript, c'est un autre synonyme pour l'index, c'est un autre synonyme pour l'indice. Donc le subscript, c'est qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur des parenthèses. Puis on peut voir ici qu'il est out of range. Donc le range, c'est l'échantillon possible. Hein? Donc les bornes, entre les bornes minimum et maximum. Fait qu'en ce moment, j'ai créé un tableau de 3 cases, fait que j'ai les cases de 1 à 3. Fait que si j'essaie d'aller dans la case 4, ben je sors des bornes. Okay? Donc, l'erreur subscript out of range, c'est une erreur typique pour quand je dépasse l'indice de mon tableau. J'ai été trop loin, je ne devrais pas aller là. Fait que là, le principe, c'est que les tableaux, quand je les déclare ainsi, sont de taille fixe. Mais ça, c'est pas super utile pour la majorité des problèmes. Donc, souvent, mettons, je reprends mon exemple du début, je vais calculer la moyenne de la classe ou je veux sauvegarder les différentes notes de mes étudiants. Ben, mes classes ne sont pas nécessairement homogènes dans le nombre d'étudiants. Hein, donc, ça va changer à chaque session, même entre mes différents groupes, c'est différent. Donc, j'ai besoin d'un programme qui va être capable de facilement gérer est-ce que j'ai tel nombre d'étudiants, puis j'ai tant de nombre d'étudiants, qu'est-ce qui va se passer entre chacun. Donc, le principe, c'est que j'ai la possibilité d'avoir un tableau qu'on dit dynamique. Ça veut dire que initialement, le tableau, okay, j'ai juste à rien mettre à l'intérieur des parenthèses.
Puis ça devient un tableau qu'on dit dynamique. Ça veut dire que je vais pouvoir modifier sa taille. Donc, pour travailler avec un tableau dynamique, ce que je peux faire, une fois que je sais c'est quoi la taille, fait que si, admettons, je pourrais avoir un dim, taille as integer, puis là, je préfère taille égale, puis là, mettons, ici, je pourrais mettre un input box, quelque chose, donc n'importe quoi qui génère une valeur. Ici, on va juste en mettre une directement pour se faciliter la tâche. Puis, on va voir comment redimensionner un tableau. Donc, changer la taille du tableau. Parce que par défaut, en ce moment, le tableau, il n'y a aucune case. Donc, je ne peux pas rien mettre à l'intérieur en ce moment. Si j'essaye, tout de suite, ça va me dire l'erreur subscript out of range. Je peux voir dès que j'ai essayé d'assigner quelque chose à la case 1, en ce moment, mon tableau, il n'y a aucune valeur de possible. Donc, on a ici la commande redim qui va me permettre de changer la taille de mon tableau. En fait, je veux juste taille. Donc, je peux mettre une valeur directe ou je peux mettre une expression. Puis, le redim, je peux le faire n'importe où dans mon programme. Okay? Pas seulement au début. Donc, le redim, ce que ça va me permettre de faire, c'est de dire que mon tableau a une taille qui est différente de ce que j'ai, que j'aurais pu vouloir initialement. Donc, ici, ça a créé un tableau de 4 cases. Puis, on peut voir ici que tout s'est bien passé à l'intérieur. On a aussi un autre concept important qui va être le redimensionnement du tableau. Donc ici, on va faire le même principe, mais admettons que je me suis trompé, ou en fait, comme j'apprends que mon tableau, en fin de compte, il a besoin de 6 cases. Et là, ici, je fais mon redim. Puis je commence à assigner des choses à l'intérieur. On va mettre, mettons, à la case 5. Donc, même principe que tantôt, j'ai un tableau dynamique. Je l'agrandis, puis je fais en sorte qu'il y ait 4 cases. J'assigne des choses à l'intérieur. Puis là, je le réagrandis encore plus pour qu'il y ait 6 cases. Puis je remets des choses dans les nouvelles cases. Si je roule ça, puis je regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le tableau. Si je regarde à ce moment-là, je peux voir ici qu'il y a juste le 56 qui existe dans le tableau. Okay, donc celui à la case 5 que j'ai assigné ici, je vois qu'il a été assigné correctement, mais les 3 autres que j'ai assignés sont disparus. Donc ici, c'est à cause que quand je fais un redim, par défaut, il va effacer toutes les valeurs déjà présentes dans le tableau. Si je veux avoir des valeurs qui sont préservées, il va falloir que je rajoute un mot-clé qui s'appelle preserve. Donc le preserve, si on reroule mon petit projet, puis qu'on rouvre mon tableau, on peut voir maintenant que les valeurs précédentes avant le deuxième redim sont encore présentes, puis la nouvelle valeur, le nouveau tableau, a bien 6 cases. On est capable de gérer ça correctement. Deuxième problématique avec les tableaux dynamiques, on a ici une boucle qui va de 1 jusqu'à 3 en ce moment. Mais en ce moment, mon tableau, il n'y a pas 3 nécessairement. Il est rendu à une taille de 6. Puis en ce moment, je pourrais utiliser taille, mais ça ne va pas toujours arriver que j'ai une variable qui a la taille du tableau directement. Des fois, je vais me retrouver avec un tableau, puis j'ai besoin de savoir sa taille. Donc, pour savoir la taille du tableau, je peux utiliser la fonction ubound. Donc, ubound prend comme paramètre le tableau. Puis, cette fonction-là va automatiquement me retourner la borne supérieure. Okay? Donc, u, c'est pour upper. Puis bound, c'est pour borne. Donc, la borne supérieure du tableau. On a aussi le L-bound qui existe pour le lower bound. Mais nous autres, on s'est dit que ça allait toujours être 1. Fait qu'on peut sauter ici puis avoir de 1 to U-bound. Ça va très bien marcher. Fait que si on refait ça, on peut voir ici que la somme
et maintenant bien la somme des cases 1 à 6 du tableau, hein, qui a été calculée en additionnant toutes ces différentes valeurs-là. Puis, si je change la taille du tableau, si je commence à rajouter des choses, tout va marcher automatiquement. Fait qu'on est capable de travailler avec des tableaux dynamiques. Okay? Donc, c'est ça qu'on va utiliser la majorité du temps. Les tableaux dynamiques, on les déclare avec des parenthèses vides après leurs identificateurs. Puis, par défaut, si je fais juste ça, c'est pas assez. Hein? Donc, le tableau n'a pas de case à ce moment-là. J'ai besoin de redimensionner le tableau. Quand je redimensionne le tableau, ben, c'est comme une espèce de dim sans le type. Fait que c'est redim, le nom du tableau, puis la nouvelle taille. Si j'ai besoin de garder les informations qui sont déjà dans le tableau, parce que le redim par défaut va effacer toutes les informations, j'ai le redim preserve qui va me permettre de garder les informations du tableau courant. Alright. Fait que ce qui nous reste à voir aujourd'hui, c'est le principe de tableau et fonction. Donc, ça ici, c'est très bien. On va ici travailler avec ça. Fait que on va se garder juste cette partie-là ici. Fait que on va se faire ici une petite fonction qui va trouver la somme du tableau. Fait que on peut faire une function, on va l'appeler somme tableau. Puis là, je vais recevoir un tableau. Fait que première chose, c'est quand je reçois un tableau, je suis obligé de faire deux choses. Premièrement, je suis obligé que ce soit par référence. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que j'écrive by ref. Donc, à partir de là, je peux avoir un tableau. Puis ensuite, j'ai besoin d'indiquer que c'est un tableau avec les parenthèses, mais je n'ai pas le droit d'écrire, même si je sais ça va être quoi la taille, je n'ai pas le droit d'écrire la taille à l'intérieur. Fait que, en ce moment, je suis en train de faire... J'ai-tu oublié quelque chose? Bla 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 bla. On va enabler l'erreur. Qu'est-ce que j'ai écrit comme erreur? Ah oui, j'ai pas le droit d'appeler juste tableau. J'ai pas le droit de l'appeler juste tab. Ok, excellent. Donc, j'ai ici mon tableau. Et à l'intérieur de ça, je veux être capable de trouver la somme de mon tableau. Fait que ici, je reçois un tableau qui est implicitement, comme je sais pas c'est quoi la taille. Fait qu'à partir de là, c'est à moi de refaire un peu qu'est-ce que j'avais fait tantôt. On peut utiliser le ubound pour savoir la taille du tableau. Quelque chose comme ça. Puis à partir de là, je peux utiliser cette fonction-là en appelant le tableau. Donc ici, quand on travaille avec un envoi d'un tableau, donc dans la description de la fonction ou de la procédure, hein, c'est des paramètres d'entrée, ça peut être dans les deux sens, c'est obligé d'être by ref. Après le nom, je mets des parenthèses vides, je n'ai pas le droit d'écrire de chiffres. Puis à partir de là, je peux l'utiliser à l'intérieur comme si c'était un tableau. Et pour savoir la taille, je suis obligé d'utiliser le ubound parce que je n'ai pas pu mettre la taille à l'intérieur ici. Quand je vais appeler cette fonction-là, quand je vais faire l'utilisation de cette fonction-là, donc j'ai le nom de la fonction, j'ouvre ma parenthèse, puis là, ça s'attend à recevoir un tableau. Donc, je peux
donner le nom de mon tableau. Mais ici, point important, quand j'utilise une fonction qui s'attend à recevoir un tableau complet, je fais seulement le nom du tableau directement. Donc, pas de parenthèse, pas rien à l'intérieur. Donc, le message box va recevoir, le contenu du message box, c'est ce qu'il va avoir à l'intérieur. Ça va faire somme tableau. Je vais envoyer mon tableau. Ça va calculer la somme de ce tableau-là. Puis, ça va retourner cette information-là parce que c'est la variable de retour. Puis, ça va m'afficher le contenu. Fait que si on essaye ça, on peut voir, ça me donne la même réponse. On est content et heureux. Parfait. Donc, on a ensuite le principe de retour de tableau. Donc là, on a pu passer des tableaux en paramètres. L'autre problématique, ça va être d'avoir un retour d'un tableau d'une fonction. Donc, quand je fais le retour d'un tableau, ça va être une panoplie de choses à faire. Donc, mettons, je fais une fonction. Puis, mettons, je veux une fonction qui double la valeur de chacune des cases. Fait que ici, je donne un exemple. Là. Je vais me faire une affaire où c'est que si je reçois le tableau suivant, ça me donne un nouveau tableau avec OK, donc entre les deux, on a une multiplication par 2 qui se fait. OK? Donc, on a un premier tableau, puis on veut retourner un nouveau tableau qui va avoir les nouvelles valeurs à l'intérieur. Fait qu'on essaie de faire ça. Donc, on veut avoir une fonction. Donc, on va l'appeler tableau double. On reçoit un tableau. Fait que, bref, on va l'appeler le tableau source. OK. Fait que, on paramètre d'entrée, ça c'est ce qu'on vient tout juste de voir. Là, première chose, quand je veux retourner un tableau, il faut que quand j'écris le type de retour, donc quand on a une fonction, on écrit le type de retour, ben là, ça ne sera pas n'importe quoi, ça ne sera pas juste un entier, ça va être un tableau d'entier. Donc, quand je veux indiquer que c'est un tableau de quelque chose, j'écris le type, puis après le type, j'ajoute des parenthèses ouvrantes fermantes pour être capable de dealer avec. Donc, on a ici le tableau double, OK, qui travaille avec la source, qui va aller chercher avec le as integer. Donc, on a ici notre première étape qui est d'indiquer qu'on a un tableau de retour avec l'ajout des parenthèses après le type de retour. Ensuite, là ici, il y a une problématique inhérente à VBA, okay, qui est une des grandes défaillances du langage. C'est que les parenthèses, c'est utilisé pour deux choses en même temps. Donc, c'est autant utilisé pour les fonctions que c'est utilisé pour représenter des tableaux. Puis, VBA peut se confondre si on ne fait pas attention. Fait que quand on travaille avec un retour de tableau, on va être obligé de prendre une variable intermédiaire pour être capable de travailler dans le tableau intermédiaire avant de le renvoyer. Donc, le principe ici, c'est qu'il va falloir se faire un tableau intermédiaire qui va être du même type que le type de retour. Donc, on a ce tableau intermédiaire-là. Donc, ça, c'est notre deuxième étape quand on travaille avec un retour de tableau. Puis, finalement, il va falloir assigner notre variable de retour. Puis, on va l'assigner à quoi? Ben, on va l'assigner à notre tableau intermédiaire qu'on a créé. Donc, quand on a une fonction et que cette fonction a besoin d'avoir un retour qui est un tableau, j'ai 3 étapes à faire. Il faut que je rajoute des parenthèses après le type quand je déclare la fonction. Il faut que je déclare un tableau intermédiaire et que j'assigne ce tableau intermédiaire à ma variable de retour. Fait à partir de là, c'est à moi de créer la fonction, okay, en remplissant ce tableau-là.
Fait que pour répondre ici puis faire l'exemple courant, je veux avoir ici le double d'un tableau. Fait que premièrement, je veux redimensionner mon tableau de retour pour qu'il ait la même taille que mon tableau source. Donc, on peut ici faire un redim de retour. Puis, je veux qu'il ait la même taille que le tableau source. Fait que pour savoir la taille du tableau source, pour savoir la taille de tableau, on utilise la fonction ubound. Fait que ubound me permet de recevoir la source. Parfait. Une fois que j'ai ça, il va falloir que je parcours chacune des cases de mon tableau de retour, puis que j'assigne une nouvelle valeur. Donc, il va me falloir une boucle. Une boucle for, qui va aller de 1 jusqu'à le ubound de retour. Puis après ça, il va falloir que j'aille à l'intérieur, puis que j'assigne chacune des cases du retour au double de ma source. Fait que ici, je peux prendre la source, je peux prendre ici le même indice, parce que ça va être la première case avec la première case, la deuxième case avec la deuxième case, la troisième case avec la troisième case. Puis on peut le multiplier par 2. Fait que là, évidemment, j'ai fait une fonction, je veux m'assurer que cette fonction-là marche correctement. Donc, on va se faire une petite procédure de test dans laquelle on va se créer un tableau test. Je vais en mettre 3 dedans. Là, ici, quand je veux assigner une valeur à l'intérieur, j'ai pas bien le choix de l'écrire au long. Fait que là, je veux avoir un tableau de retour qui va me permettre de recevoir la nouvelle version. Donc ici, je l'ai appelé tableau double. Donc ici, encore une fois, quand j'utilise un tableau, habituellement, quand je vais aller sélectionner une case, je mets des parenthèses. Okay? Puis je mets la valeur à l'intérieur des parenthèses. Quand je déclare un tableau, okay, je mets des parenthèses vides pour indiquer que hey, ça, c'est pas quelque chose de normal, c'est un tableau. Par contre, quand j'ai besoin de représenter le tableau comme étant son entité, donc quand je l'envoie à une fonction, quand je l'assigne d'un retour, je n'ai pas besoin d'avoir aucune parenthèse. Fait que là, je veux voir le résultat de ça, mais on se souvient, je n'ai pas le droit de le mettre directement dans un message box. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre le point d'arrêt, puis je vais exécuter cette partie-là. Je vais voir ici, à l'intérieur de mes variables locales, le ret. Puis si je fais référence à ma source, je peux voir que la première case a été doublée, la deuxième case a été doublée, la troisième case a été doublée. Ça semble fonctionnel comme résultat de retour de tableau. Donc, je suis content. J'ai maintenant appris à utiliser les retours de tableau. Ici, c'est l'exemple. Il y a une dernière chose qui est parfois importante à savoir. C'est pas quelque chose qui devrait arriver non plus, là, mais on est capable de effacer un tableau qui a besoin de se faire vider, okay, qu'il n'y ait plus de cases à l'intérieur. C'est pas super courant, mais on peut utiliser le mot-clé erase pour être capable de faire ça dans le besoin. Alright. Fait que ça fait le tour de la partie magistrale d'aujourd'hui. Pour se préparer à le travail pratique que vous allez commencer ce jeudi, je vous conseille extrêmement, super, méga fortement de travailler sur la série d'exercices. Fait qu'en fait, c'est là-dessus qu'on va passer le restant de la période. Comme ça, vous allez pouvoir arriver jeudi, puis commencer le travail pratique, parce que le travail pratique commence avec des fonctions qui travaillent sur des tableaux. Donc, il faut être prêt à
manipuler des tableaux quand on va arriver au travail pratique au laboratoire de jeudi. Donc, pour aujourd'hui, je vais faire comme au début de la session, puisqu'on est comme entre deux, où c'est que je vais vous mettre dans des salles individuelles, où c'est que vous allez pouvoir travailler sur les différents exercices. Puis, à partir de là, si vous avez quelconque question, ben moi, je reste disponible pour le restant de la période pour travailler là-dessus.